contribution à l'ouvrage que je vais vous présenter, elle porte sur les politiques d'encadrement de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, et en particulier les limites d'âge qui sont pratiquées dans les pays à haut revenu, où les naissances sont de plus en plus reportées. Donc le contexte de cette question, il part du constat de deux évolutions conjointes. D'abord le fait que les naissances, et en particulier les premières naissances, elles surviennent de plus en plus tard. Et ça, c'est un phénomène qui est plutôt lié à l'allongement des études, à la participation croissante des femmes au marché du travail, à des changements dans les valeurs ou dans la vie de couple. Et en parallèle de ça, depuis les années 80 aussi, l'assistance médicale à la procréation s'est développée. Donc en France, par exemple, le premier bébé éprouvé, c'est 1982, avec la naissance d'Amandine. Et les raisons de ce développement de ces traitements de l'infertilité, c'est plutôt pour soigner des infertilités médicales. Donc par exemple la FIV, la fécondation in vitro, ça s'est développé pour soigner des infertilités liées aux trompes de Fallope chez les femmes. Donc ce sont deux phénomènes qui avaient d'abord des causes distinctes. Pour le premier phénomène, des causes sociales, pour l'autre, des raisons médicales. Mais dans le temps, ces deux phénomènes distincts sont devenus de plus en plus liés, parce qu'avec le fait que de plus en plus de personnes reportent un désir d'enfant, de plus en plus de personnes sont confrontées à des problèmes d'infertilité, en particulier liés à l'âge, et de plus en plus de personnes recourent à la PMA, à l'AMP. Ça se voit par exemple dans le fait que les patientes en centre de fertilité, elles sont de plus en plus âgées, elles ont de plus en plus après 30 ou 35 ans. Et ça se voit aussi dans la façon dont les traitements de l'infertilité ils sont utilisés, donc de plus en plus pour soigner des infertilités liées à l'âge. Un exemple de ça, c'est par exemple dans la façon dont la préservation des ovocytes est utilisée. Donc c'était d'abord uniquement proposé pour des raisons médicales, par exemple en cas de traitement contre le cancer ou dans des cas d'insuffisance ovarienne précoce ou pour l'endométriose par exemple. Mais de plus en plus, la préservation des ovocytes, elle est proposée pour des raisons dites sociales, donc par exemple dans le cadre d'un report d'un désir d'enfant. Et en France, c'est par exemple possible depuis 2021. Donc face à ces avancées sociales et médicales, les pays ont commencé plus ou moins rapidement, je vous le montre après, à encadrer par les lois la pratique médicale. Donc pour continuer à poser le contexte, la loi ça porte sur quelles techniques sont autorisées ou non, qui peut y avoir accès, et qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui est socialement pris en charge et qui peut accéder à ce remboursement. Donc aujourd'hui, je me concentre vraiment sur ce dernier point, surtout les limites d'âge pour accéder au remboursement des traitements de l'infertilité. Il y a différentes raisons qui motivent l'existence ou non de limites d'âge pour accéder à l'AMP. D'abord, un argument fréquent, c'est de raisonner en termes de coût-efficacité. Donc permettre aux femmes d'un certain âge d'accéder au traitement, ça va aussi avec une diminution des taux de réussite des traitements de l'infertilité et une augmentation des risques de grossesse, donc pour la santé de la femme et le fœtus. Mais c'est un argument auquel d'autres répondent aussi en disant que la médecine a fait des progrès et ces grossesses tardives dites à risque, elles sont aussi mieux encadrées, mieux suivies qu'avant. Et puis il y a aussi des choses dans l'AMP qui sont prometteuses pour améliorer les taux de réussite à des âges avancés. Par exemple le don d'ovocytes ou la préservation ovocytaire, même si c'est limité. D'autres raisons aussi, c'est d'avoir une règle commune pour tous les praticiens et praticiennes, donc harmoniser la pratique médicale, ce à quoi d'autres préfèrent une autonomie de la décision dans la pratique médicale. Dans les débats aussi, il y a beaucoup d'inquiétudes qui reviennent sur la relation entre les parents tardifs et leurs enfants, la capacité à amener son enfant jusqu'à l'âge adulte, à l'élever jusqu'à l'âge adulte. Et l'argument contre ça, c'est de souligner que les parents tardifs ont souvent plus de ressources sociales et économiques, peut-être aussi plus de maturité qu'à des âges plus jeunes, et ça ce serait bénéfique pour l'éducation d'un enfant. Et au-delà de tous ces arguments, peut-être que ces arguments aussi s'appuient sur des idées préconstruites de ce que sont les limites naturelles à la reproduction. Mais ces normes reproductives, elles sont aussi remises en cause par le fait que, de fait, les naissances tardives sont de plus en plus fréquentes, je vous le montre après. Et puis aussi, elles sont de plus en plus acceptées. Ça, c'est quelque chose que j'ai étudié avec des collègues, la meilleure acceptation des naissances tardives dans plusieurs pays européens.
Donc dans ce contexte, je me suis demandé comment les politiques d'encadrement de l'AMP basées sur l'âge ont évolué face au changement démographique. Est-ce qu'elles se sont adaptées au fait que les naissances tardives sont de plus en plus fréquentes? Et pour répondre à cette question, j'ai d'abord réalisé un corpus qui collecte des informations sur les lois encadrant l'AMP dans plusieurs pays à haut revenu. Donc aujourd'hui, de nouveau, je répète, on se concentre que sur les règles basées sur l'âge pour accéder au remboursement de la FIV seulement et de la FIV sans don de gamètes. Et pour la fécondité tardive, je me suis appuyée sur les données de la Human Fertility Database et Eurostat qui sont disponibles en ligne. Donc pour répondre à ma question, il fallait que je compose avec le fait que déjà la PMA a commencé à être pratiquée à différentes époques selon les pays. Donc c'est ce que montrent les petits triangles roses sur la figure à gauche. Et puis aussi, ensuite les pays ont commencé à légiférer la PMA dans des timings différents après les premiers bébés éprouvettes. Donc c'est globalement ce que vous voyez sur cette figure. Donc il fallait que je compose avec ça. Et aussi avec le fait que la fécondité tardive, elle a commencé à augmenter à des niveaux différents, à partir de niveaux différents et à des époques différentes selon les pays. Donc sur cette figure, vous voyez le nombre moyen d'enfants par femme de 40 ans au plus par année, selon différentes régions du monde. Et donc par exemple en Europe occidentale comme en la France, en rose, la fécondité tardive a commencé à augmenter plus tôt que dans les pays d'Europe du Sud, sont les courbes du haut, alors qu'en Europe centrale et de l'Est, c'est encore relativement rare d'avoir des enfants après 40 ans, même si ça augmente aussi. Et c'est pareil aussi dans les pays d'Asie de l'Est. Donc il fallait que je compose avec toutes ces variations, ces différences, et pour ça je me suis basée sur 2 critères. Le premier critère d'abord, c'est basé sur si un âge limite pour accéder au remboursement était considéré comme relativement strict, c'est-à-dire strictement inférieur à 43 ans. Ou à l'inverse, si les règles d'âge étaient plutôt souples, donc à partir de 43 ans, ou un âge plus élevé, ou aucune limite d'âge pour accéder au remboursement. Et donc j'ai croisé cette information avec les niveaux de fécondité tardive, s'ils étaient relativement bas, hauts ou en augmentation. Je me suis basée aussi sur, dans mon corpus, il y a 27 pays à haut revenu, mais je vais vous présenter aujourd'hui un pays représentatif de chaque case, en commençant par les pays où il y a un alignement entre des règles d'âge plutôt strictes et des niveaux de fécondité tardive plutôt bas, comme ici la Roumanie, qui a adopté en 2011 un âge limite de 40 ans pour accéder au remboursement de la FIV. Et c'est un pays où en fait avoir des enfants après 40 ans est relativement peu fréquent par rapport aux autres pays de l'Europe. Et dans ce groupe de pays, donc, où il y a un alignement entre ces deux choses, il y a d'autres pays d'Europe de l'Est qui sont listés en bas. A l'inverse, il y a aussi des pays où il y a un alignement entre des règles d'âge plutôt souples et le fait que les naissances tardives elles sont assez fréquentes. Ce qui est illustré ici par la Finlande, où il n'y a pas d'âge limite pour accéder au remboursement et où c'est plus fréquent d'avoir des enfants après 40 ans. Il y a aussi dans ce groupe l'Islande, où il n'y a aussi pas d'âge limite pour accéder au remboursement, et la Grèce, où l'âge limite est de 50 ans. Mais en fait, dans la plupart des pays que j'ai étudiés, il y a plutôt un décalage entre des limites d'âge relativement strictes pour être remboursé de la FIV et des niveaux de fécondité tardive hauts, comme en Espagne, où dans la loi au niveau national, l'âge limite pour accéder au remboursement dans les cliniques publiques, il est de 40 ans, donc jusqu'au 40e anniversaire. Ou alors des pays où les lois ont été votées à des moments où la fécondité tardive était à des niveaux relativement bas, le report des naissances commençait, donc c'était plutôt cohérent à cette époque-là. Mais dans le temps, après, la fécondité tardive a beaucoup augmenté sans que les lois ne sont changées. Donc, par exemple, en France, le limite du 43e anniversaire, donc une femme peut être remboursée des traitements de la FIV jusqu'à son 43e anniversaire, 42 ans inclus. Cette loi elle a été adoptée dans les années 1994 et depuis, la fécondité tardive a fortement augmenté sans changement dans les lois. D'autres pays d'Europe occidentale sont aussi dans ce groupe et la République tchèque. Un autre type de réponse que j'ai identifié correspond plutôt à des pays où il y a des règles d'âge souples qui ne correspondent pas vraiment au bas niveau de fécondité tardive. Donc j'illustre ici avec la Hongrie où la limite d'âge pour accéder au remboursement c'est 45 ans.
Mais ce sont des pays aussi où quelque part ces règles elles anticipent l'évolution postérieure de la fécondité tardive. Et enfin, finalement, il y a très peu de pays où il y a vraiment une adaptation des règles basées sur l'âge face à l'augmentation de la fécondité tardive. Donc ici, j'illustre avec la Corée du Sud, où la limite d'âge de 44 ans a rapidement été abandonnée pour ne plus avoir de limite d'âge. Il y a aussi l'Estonie, où les limites d'âge ont été changées de 35 à 40 ans, et Malte de 42 à 45 ans. Donc en résumé, il y a vraiment une diversité de règles d'âge dans les pays à haut revenu, qui correspondent en fait à des contextes démographiques différents, mais aussi à des choix politiques, à des réponses politiques différentes. Donc je les résume ici. Et ça, en fait, c'est motivé aussi par des raisons différentes. Par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est ou d'Asie orientale, où les niveaux de fécondité sont en berne, ces encadrements politiques de la PMA, c'est aussi intégré à des politiques plus larges avec des visées pronatalistes, donc dans l'espoir de booster les taux de fécondité, en permettant à un maximum de couples d'accéder à l'AMP. Alors que dans d'autres pays comme la France, quelque part des règles plutôt strictes, elles peuvent être là pour compenser une prise en charge plus généreuse. Mais ouais, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.